Je m'appelle Camille Lemaire, j'ai 29 ans. Mon fiancé m'a dit, j'en ai marre d'écouter tes états d'âme. Tu es beaucoup trop émotive. Je l'ai regardé, choqué, et j'ai répondu, c'est noté. Ensuite, j'ai commencé à tout lui cacher, même l'offre d'emploi que j'avais déjà acceptée. Et quand il l'a découvert, son monde s'est effondré. Jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir ma vie toute tracée. Antoine et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 8 mois. Nous vivions dans un bel appartement à Paris, nous partagions le loyer en deux, et nous ressemblions à l'un de ces couples que les gens envient parce qu'ils ne voient que les photos et jamais le silence qui se cache derrière. Nous avions des tasses assorties, notre routine pour les courses du dimanche au marché, nos blagues personnelles, et des photos de fiançailles dans le parc des Buttes-Chaumont où les feuilles d'automne semblaient presque trop parfaites. De l'extérieur, nous avions l'air solide. Mais en privé, les choses étaient différentes. Antoine avait toujours été charmant en public, avec un sourire facile et une voix chaleureuse, le genre d'homme qui se souvenait des anniversaires de tout le monde et qui faisait rire les serveurs en terrasse. Mais à la maison, surtout au cours de la dernière année, il était devenu plus distant. Si je parlais de mon stress, il avait l'air fatigué. Si je demandais à être rassuré, il disait que je me faisais des films. Si je disais que notre complicité me manquait, il me disait que j'en faisais des tonnes. La nuit où tout a basculé a commencé de façon si banale que c'en est presque insultant. Je suis rentré vers 20h après une journée épuisante. Mon manager m'avait refilé un projet avec un délai de 48 heures, ma boîte mail ressemblait à une scène de crime, et j'avais passé tout le trajet en métro à essayer de ne pas pleurer de pure fatigue. Quand je suis entré, Antoine était sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert, le visage éclairé par la lumière bleue, levant à peine les yeux. « Salut », ai-je dit en posant mon sac près de la porte. « Dure journée. On peut parler un peu. » Il a continué à taper sur son clavier. « De quoi ? » ? Je ne sais pas. Le boulot est dingue en ce moment. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vraiment connecté depuis des semaines. C'est alors qu'il a fermé son ordinateur plus fort que nécessaire et s'est tourné vers moi avec un regard que je ne lui avais jamais vu. Pas vraiment agacé. Plus froid que ça. Comme si j'étais un problème qu'il avait finalement décidé de ne plus faire semblant de trouver mignon. « J'en ai marre d'écouter tes états d'âme », a-t-il dit d'un ton plat. « Tu es beaucoup trop émotive. Tu sais à quel point c'est épuisant. Chaque jour, il y a quelque chose. Tu es stressé, tu es fatigué, tu as besoin de parler. J'ai mes propres problèmes à gérer. » Je suis resté là, pétrifié. Nous nous étions déjà disputés. Comme tous les couples. Mais ce n'était pas une dispute. C'était du mépris, bien habillé dans une chemise propre. Je voulais juste parler à mon fiancé, ai-je dit doucement. Eh bien, peut-être que ton fiancé en a marre d'être ton psy. Pendant un long moment, je l'ai juste dévisagé. Puis j'ai prononcé le seul mot qui m'est venu à l'esprit. C'est noté. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, pendant qu'Antoine restait sur le canapé et que j'étais allongé dans le lit à fixer le plafond, quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, plutôt comme une lumière qui s'éteint dans une pièce que j'avais passé des années à essayer de garder chaleureuse. J'ai décidé que si Antoine ne voulait pas entendre parler de ma vie, il n'en entendrait plus parler. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 2 semaines plus tôt, j'avais reçu une offre d'emploi. Une vraie. Un poste dans une entreprise de la tech à Toulouse, avec une augmentation de salaire de 40%, une prime de déménagement, un meilleur poste, une meilleure équipe, mieux sur tous les plans. Je l'avais gardé sous le coude parce que je voulais en discuter avec lui. Je voulais lui demander si nous allions déménager ensemble, s'il chercherait du travail là-bas, si nous pourrions faire une relation à distance pendant un certain temps. Je pensais que c'était ce que faisaient les gens fiancés. Discuter, planifier, choisir ensemble. Après cette nuit-là, j'ai accepté l'offre sans dire un mot. Les semaines suivantes ont été étranges. J'ai adopté la méthode de l'indifférence totale. Antoine me demandait comment s'était passée ma journée, et je répondais « bien ». Il se plaignait d'un collègue, et je hochais la tête. Il parlait de projets de dîner, de tâches ménagères, des préparatifs du mariage, et je ne répondais qu'à ce qui nécessitait une réponse. Fini les débriefings émotionnels. Fini les demandes de réconfort. Fini de lui confier des morceaux de moi-même juste pour qu'il soupire sous leur poids.
Au début, il a semblé soulagé. Cela m'a fait plus mal que ce que j'aurais cru. En fait, il était plus amical, plus affectueux dans les petits détails. Il m'embrassait sur la tempe en passant dans la cuisine. Il me demandait si je voulais un café. Il agissait comme si la version de moi qui avait cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit était enfin assez pratique à aimer. J'ai commencé à faire mes cartons lentement. Une boîte par-ci, une boîte par-là. De vieux livres, des vêtements d'hiver, des ustensiles de cuisine que nous avions en double. Des documents importants glissés dans un dossier auquel il ne touchait jamais. Quand il a demandé une fois pourquoi le placard avait l'air plus vide, je lui ai dit que je donnais des affaires pour faire de la place. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. 3 semaines après avoir accepté le poste, mon nouvel employeur m'a appelé pour confirmer ma date de début. Le 18 novembre. On était le 22 octobre. Il me restait moins d'un mois. C'est à ce moment-là que le comportement d'Antoine a commencé à changer, lui aussi. Il était constamment sur son téléphone, souriant à des messages, sortant dans le couloir pour prendre des appels. L'ancienne moi aurait posé des questions. L'ancienne moi aurait senti son estomac se nouer et aurait essayé d'en parler. La nouvelle moi observait et prenait des notes mentales. Un soir, je suis rentré tôt, vers 17h30 au lieu de 19h. J'ai entendu sa voix venant de la chambre, basse et chaleureuse, d'une façon que je ne l'avais pas entendue s'adresser à moi depuis des mois. Non, elle ne sera pas rentrée avant au moins 1 heure, disait-il. Puis une pause. Un rire. Je sais, mon cœur. Tu me manques aussi. Je me tenais dans le couloir, les bras chargés de sacs de course, soudainement très immobile. Il est sorti 1 minute plus tard et a sursauté en me voyant. Oh mon Dieu, a-t-il dit. Tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Je suis parti plus tôt du bureau. Ses yeux ont fait l'aller-retour entre les sacs et mon visage. C'était qui, ai-je demandé. Juste ma sœur, a-t-il dit trop vite. Cool. Je suis passé devant lui et j'ai rangé les courses. Il m'a suivi dans la cuisine. Tu es bizarre, ces derniers temps. Ah bon? Ouais. Distante. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Tu as dit que tu en avais marre d'écouter mes états d'âme. Je respecte ça. Je ne le pensais pas comme ça. J'étais stressé. C'est noté. Sa mâchoire s'est contractée. Arrête de dire ça. J'ai haussé les épaules et j'ai quitté la pièce. 2 jours plus tard, j'ai découvert à qui il parlait vraiment. Je ne fouinais pas, au début. Son ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine quand une notification de message est apparue. J'ai hâte de te voir vendredi soir. La chambre d'hôtel est parfaite. Le nom de l'expéditrice était Chloé. J'ai fixé l'écran, l'appartement silencieux autour de moi, et je n'ai ressenti qu'une simple confirmation. Plus tard, quand Antoine était sous la douche, j'ai vérifié les messages. Je n'en suis pas fier, mais je l'ai fait. Chloé était sa collègue. Ils se voyaient depuis au moins 2 mois. Des projets d'hôtel, des messages explicites, des plaintes disant que j'étais un pot de colle, toujours en demande, épuisante. Un message d'Antoine, datant de 3 semaines plus tôt, disait « Je n'en peux plus d'elle. Dès que le bail de l'appart est terminé, je me tire. » J'ai refermé l'ordinateur portable avec soin. Puis je me suis assise à la table de la cuisine, calme d'une manière qui m'effrayait presque moi-même. Il pensait que j'étais trop émotive. Il n'avait aucune idée d'à quel point je pouvais être silencieuse quand j'avais pris ma décision. Je n'ai pas confronté Antoine ce soir-là. Une version plus jeune de moi l'aurait fait. Elle aurait fait irruption dans la salle de bain avec l'ordinateur entre les mains, aurait exigé des réponses, pleuré, crié, l'aurait supplié d'expliquer pourquoi elle n'était pas suffisante. Mais cette femme était restée dans le couloir quand il avait dit qu'il en avait marre d'écouter ses besoins. Elle l'avait entendu très clairement. Et maintenant, assise à la table de la cuisine avec sa trahison brillant sur l'écran, j'ai réalisé quelque chose de plus froid et de plus net. Il ne méritait pas le spectacle de ma douleur. Alors, j'ai tout accéléré. Le lendemain matin, j'ai trouvé un sous-locataire pour ma moitié du bail, l'ami d'un ami qui venait de s'installer à Paris et avait besoin d'un logement rapidement. J'ai programmé les déménageurs pour le 15 novembre, 3 jours avant de commencer mon poste à Toulouse.
J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et j'y ai redirigé mon virement de salaire. J'ai retiré Antoine de la liste de mes contacts d'urgence partout. La mutuelle, les dossiers de travail, les formulaires médicaux, et même l'abonnement à la salle de sport où j'avais oublié qu'il était inscrit. J'ai acheté un billet d'avion pour 6 heures du matin le 16 novembre. Antoine n'en avait aucune idée. Il continuait à voir Chloé, surtout le vendredi soir. Parfois il disait qu'il sortait avec des collègues. Parfois il disait que sa sœur avait besoin d'aide. Une fois, il m'a dit qu'il allait prendre l'air seul, et je l'ai regardé partir en sentant le parfum que j'adorais sur lui. Je disais, d'accord. À chaque fois. Agréable. Neutre. Vide. Le plus étrange, c'était la normalité avec laquelle il agissait quand il avait besoin de moi. Il me demandait toujours si je pouvais faire des courses, me rappelait toujours de virer ma part du loyer, laissait toujours de la vaisselle dans l'évier comme s'il y aurait toujours quelqu'un derrière lui pour nettoyer le désordre qu'il laissait. Il me trompait, prévoyait de me quitter, mais s'attendait d'une manière ou d'une autre à ce que le confort de ma présence reste disponible jusqu'à ce qu'il soit prêt à s'en débarrasser. Le 10 novembre, il m'a demandé ce qu'on faisait pour les fêtes de fin d'année. Je serai probablement occupé, ai-je dit. Il a froncé les sourcils. Occupé à quoi? Des trucs pour le boulot. Tu n'as jamais de trucs pour le boulot pendant les fêtes. J'ai plié un pull et l'ai placé dans un carton de dons qui n'était pas destiné aux dons. Les choses changent. Il m'a dévisagé un peu trop longtemps à ce moment-là, comme si une part de lui sentait enfin le sol se dérober, mais sans savoir dans quelle direction regarder. 4 jours plus tard, la veille de l'arrivée des déménageurs, il a soudainement été adorable. Je suis rentré et je l'ai trouvé en train de préparer des pâtes, des bougies allumées sur le comptoir, de la musique jouant doucement sur l'enceinte. Pendant une seconde, je suis resté figé sur le pas de la porte à regarder la version de nous que j'avais autrefois tant désirée. Il a souri comme s'il n'avait pas passé des mois à la détruire dans mon dos. « Salut », a-t-il dit. Je me disais qu'on devrait peut-être enfin fixer une date pour le mariage. Je l'ai regardé. Il avait l'air presque soulagé de le dire. Comme si offrir l'avenir maintenant allait sécuriser le présent assez longtemps pour qu'il puisse continuer à s'en servir. Vraiment, ai-je demandé. Ouais, peut-être l'automne prochain. On a été bizarre dernièrement, mais je ne veux pas qu'on se perde. Nous. J'ai pensé au message de Chloé pour l'hôtel. J'ai pensé à « je n'en peux plus d'elle ». J'ai pensé à l'offre d'emploi qui reposait en sécurité dans ma boîte mail. Au compte bancaire dont il ignorait tout. Au carton déjà étiqueté dans le placard. Bien sûr, ai-je dit. Parlons-en ce week-end. Il a souri. Il a vraiment souri et m'a serré dans ses bras. Mes bras sont restés le long de mon corps. Le lendemain matin, les déménageurs sont arrivés à 9 heures. Antoine était déjà parti travailler. J'avais posé un jour de congé. Tout ce qui comptait était emballé. Vêtements, appareils électroniques, documents, bijoux, objets sentimentaux. La photo encadrée de ma grand-mère. La tasse bleue de mon premier appartement. Le carnet où j'avais noté des idées de mariage avant de savoir que le marié était un menteur. J'ai laissé les meubles parce que la plupart étaient à lui ou achetés en commun. Et honnêtement, je ne voulais rien qui sente le compromis. À midi, ma vie était dans des cartons. Avant de partir, j'ai posé la bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine. À côté, j'ai laissé les captures d'écran imprimées des messages d'Antoine avec Chloé. Les réservations d'hôtel, les SMS de fin de soirée, ses plaintes disant que j'étais épuisante, son plan de me quitter à la fin du bail. Puis, j'ai laissé un mot. J'en ai marre d'écouter tes mensonges. Tu es beaucoup trop infidèle. C'est noté. Profite bien de ta vie avec Chloé. Le sous-locataire te contactera pour le loyer. Ne me contacte pas. Je suis resté là un moment, regardant autour de moi cet appartement où j'avais passé 4 ans à essayer d'être aimé dans une langue qu'il refusait d'apprendre. Puis j'ai verrouillé la porte et je suis parti. Racle sa gorge. Vers 17 heures ce soir-là, mon téléphone a explosé. 17 appels d'Antoine, des dizaines de textos. T'es où? C'est quoi ce mot, bordel? Tu as fouillé dans mes messages privés. Tu ne peux pas juste partir. Il faut qu'on parle. Je peux tout expliquer. Chloé ne signifie rien. S'il te plaît, réponds-moi.
Tu es tellement immature. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois une discussion. Ce dernier m'a presque fait rire. Je l'ai bloqué. Ensuite, il a appelé ma mère. Elle m'a appelé alors que j'étais dans un hôtel près de l'aéroport d'Orly, en attendant mon vol matinal. Camille, a-t-elle dit prudemment, Antoine est hystérique. Il dit que tu l'as abandonné. Il me trompe depuis des mois, maman. Je déménage à Toulouse pour un nouveau travail. Je n'ai abandonné personne. Toulouse? Sa voix s'est aiguisée. Quel travail? Celui que j'ai accepté il y a un mois. Et tu n'en as parlé à personne? Il m'a dit qu'il en avait marre de m'écouter, alors j'ai arrêté de parler. Il y a eu un long silence. Puis maman a dit, envoie-moi les captures d'écran. Je l'ai fait. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Sa voix était différente maintenant. Plus douce. Plus en colère, mais pas contre moi. Tu as besoin de quelque chose? J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai presque pleuré. Non, ai-je répondu. Ça va. Je t'appelle quand j'atterris. Il faisait chaud à Toulouse quand je suis arrivé. Trop lumineux, presque. Comme si la ville n'avait pas reçu le mémo indiquant que ma vie venait de se briser en deux. Mon nouvel appartement était plus petit que celui de Paris, mais il était à moi. Pas de canapé partagé. Pas d'ordinateur portable laissé ouvert sur la table de la cuisine. Pas d'homme sur le canapé levant les yeux au ciel parce que j'avais besoin de réconfort. Le travail était mieux que ce que j'espérais. Meilleure équipe. Meilleur projet. Meilleur salaire. Je me suis inscrite dans une salle d'escalade parce que j'avais besoin de me rappeler que j'avais un corps, et pas seulement un cerveau entraîné à survivre à la négligence émotionnelle. J'ai aussi commencé une thérapie. Ma psy m'a demandé ce que j'avais ressenti quand Antoine m'avait traité de fille trop émotive. J'ai répondu, de la honte. Elle a dit, pourquoi de la honte? Je n'avais pas de réponse au début. Puis, des semaines plus tard, j'en ai trouvé une. Parce que je l'avais cru. Mais je n'étais pas trop émotive. J'étais réceptive, honnête, humaine. J'avais des besoins parce que les gens ont des besoins, et j'avais été fiancé à quelqu'un qui traitait la vulnérabilité comme un inconvénient. Antoine a essayé de me joindre via des amis communs pendant un certain temps. D'après eux, son histoire avec Chloé a duré environ 3 semaines après mon départ. Elle l'a largué parce qu'il était trop intense et qu'il allait trop vite. L'ironie de la situation était presque trop parfaite. Il m'a perdu, a perdu la stabilité de son loyer, a perdu le fantasme du mariage, et a ensuite perdu la femme pour laquelle il pensait que ça valait la peine de mentir. Il a dû couvrir ma moitié du loyer pendant 2 mois avant que le contrat du sous-locataire ne commence, ce qui a apparemment détruit ses finances. Aux dernières nouvelles, il est retourné vivre chez ses parents et racontait aux gens que je l'avais pris en traître. C'est peut-être le cas. Mais seulement parce qu'il avait arrêté de regarder. Ma mère m'a envoyé un chèque de remboursement provenant d'une cagnotte de mariage que la famille d'Antoine avait commencé à récolter sans que je le sache. J'en ai fait don à une association caritative pour la santé mentale. Ça me semblait juste. C'était comme transformer quelque chose de pourri en quelque chose d'utile. Je ne vois personne pour le moment. Je ne suis pas prête. Mais je ne me cache pas non plus. Je parle de ma journée, maintenant. Je parle de mon stress. Je parle de peur, d'ambition, de solitude, de joie. Et les gens dans ma vie m'écoutent sans me faire sentir que je suis un fardeau. Il s'avère que c'est normal. Qui l'eût cru? Antoine m'a dit un jour qu'il en avait marre d'écouter mes besoins. Alors, j'ai fini par les écouter moi-même. Et ils m'ont dit de partir.